comment réussir sa stratégie IA en marketing en 2026 et j'ai envie de dire dans les années à venir, pour nous aider à réfléchir et à construire une stratégie IA viable et intéressante, pertinente pour votre entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anna Logacheva, qui est experte en marketing IA et cofondatrice de l'agence Spice Lemon. Salut Anna, comment tu vas? Très très bien, merci beaucoup pour l'invitation. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Anna, je te disais, j'ai trouvé une statistique que je trouve juste waouh. C'est que 45% des leaders dans la tech du marketing rapportent un échec des agents IA pour répondre à leurs attentes. Et c'est une stat qui est relativement récente puisque c'est Gartner d'il y a quelques mois. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Est-ce que tu es étonné, pas étonné? Pas du tout. Et c'est lié à pas mal de raisons différentes. La première, très souvent, en fait, les équipes marketing ne veulent pas prendre le temps de construire leur agent IA. Et ce que je vois très souvent dans les équipes où finalement on me dit l'IA ne marche pas, l'agent est cassé, il me sort n'importe quoi, c'est qu'en fait, les personnes déjà vont utiliser une même conversation pour absolument tous leurs projets IA, quel que soit l'outil qu'ils utilisent. Ils vont juste demander à l'IA de générer quelque chose et parfois cette tâche est beaucoup trop importante et ensuite itérer directement dans le chat en disant change-moi ça et en fait j'en ai marre de tout changer, ça sert à rien, en fait ça me servira plus vite de le faire moi-même. Du coup, il y a aucun travail sur le prompt, il y a aucun travail sur le dataset initial qu'on va donner à son IA et finalement forcément le résultat n'est pas à la hauteur. Si je résume, en fait, l'IA, elle est intelligente, mais elle n'est pas aussi multitâche rapidement que ce que peut l'être un être humain. Et donc, l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir utiliser une même conversation pour lui demander plein de choses différentes sur des événements différents. Ou aussi d'avoir parfois des prompts très généralistes. Je cite l'exemple de Doctolib. On a fait une mission ensemble récemment, mais avant mon arrivée, ils avaient créé un seul agent sur Dust avec Claude, dont l'objectif était de créer les contenus pour toutes les équipes de Doctolib. Cet agent était censé générer à la fois du contenu LinkedIn, à la fois du contenu blog, à la fois du contenu livre blanc, à la fois des lead magnets. On a fait une mission ensemble, on s'est posé sur la création de nouveaux agents et sur ce qui marchait, sur ce qui marchait pas. Et à la fin, on a fini par créer les 52 agents, travailler très bien. Et là-dessus, il y avait de très bons résultats. Parce qu'en fait, par exemple, si on voulait créer un très bon article ou un très bon livre blanc, cet agent généraliste ne suffisait pas. Il fallait avoir un agent qui avait 5 exemples de bonnes structures de livres blancs pour générer une nouvelle structure. Puis un agent qui a 5 exemples de bonnes intros pour générer l'intro. Puis un agent qui s'assure que les citations des professionnels de santé qu'on va mettre dans le livre blanc sont bien les bonnes. On va y revenir, mais je trouve que c'est intéressant d'expliquer d'ores et déjà que finalement, une mauvaise utilisation peut conduire à se dire en fait ça marche pas, ça me gonfle, c'est juste qu'on n'a pas assez pensé les process, découpés en tâches. Après, il y a certainement un problème de données aussi, je pense. Donc moi ce que j'entends, c'est pas un seul outil parfait qui va régler tous les problèmes. Non, pas du tout. Par rapport à ça, je pense que la raison pour laquelle je parle d'outils assez souvent, parce qu'on me pose toujours la question de quel est le meilleur outil aujourd'hui pour utiliser l'IA en interne? Par quoi est-ce qu'il faut absolument que je passe? Je vois aussi beaucoup de personnes qui ont cet effet de FOMO de on peut pas actuellement commencer à implémenter de l'IA en interne parce qu'on n'a pas encore choisi le meilleur outil. Oui, ou alors il y a plein de posts sur Claude en ce moment et que tout le monde veut aller sur Claude. Exactement, tout le monde va se jeter sur Claude après ChatGPT. En grande partie, si votre résultat avec l'IA est mauvais, c'est rarement lié au modèle. Finalement, le résultat que vous allez avoir avec un ChatGPT 5.2 ou un Claude 4.6 va être finalement assez similaire. Et c'est pas parce que vous allez être au courant du tout dernier modèle à la mode que vous allez forcément avoir un bon résultat. Ce qu'il faut remettre en cause, c'est le prompt. Ce qu'il faut remettre en cause, c'est votre manière d'utiliser l'IA. Est-ce que vous avez donné assez d'exemples? Est-ce que vous avez donné aussi des fichiers sources? Comment est-ce que vous l'utilisez? Pour que tout le monde comprenne bien, quelle est la différence entre un prompt, un agent, par exemple? Parce qu'on entend souvent prompt, agent, conversation. Je prompt, c'est la toute première instruction qu'on va donner dans une conversation ou à un agent pour lui demander de faire quelque chose. Par exemple, j'ai envie à partir de cet épisode de podcast de faire un post LinkedIn, je vais créer un prompt, donc une instruction dans laquelle je vais expliquer ce que j'ai envie que le LLM, donc l'IA, fasse. Donc ça, c'est le premier stade, on va dire. Le prompt, c'est le premier stade. C'est le petit texte qu'on va rentrer. C'est l'instruction. Ouais. Donc l'agent, par différence de conversation, en fait, ça va surtout dépendre de l'outil que vous utilisez. Je vais vous donner 2 exemples. Si vous passez par un Claude ou par un ChatGPT, très souvent, vous allez ouvrir des conversations. Et en fait, chaque conversation va correspondre à une tâche. Donc là, on parle de conversation. C'est pas forcément un agent, c'est une conversation correspond à un prompt. Si vous utilisez un outil comme Dust, par exemple, vous allez créer des agents. De la même manière, en fait, vous allez juste créer, à la place de créer une conversation, ça va être un agent qui aura ce même prompt, plus qui aura aussi des compétences. Par exemple, il pourra aller sur le web pour répondre à votre tâche, plus potentiellement, il pourra se connecter à votre Slack pour connecter quelque chose. Ensuite, vous pourrez l'appeler dans une conversation en disant
J'appelle mon agent construction du plan LinkedIn dans la conversation pour qu'il me construise le plan. J'appelle mon agent introduction pour qu'il m'écrive à partir de mon plan. Et en fait, on pourra appeler différents agents au sein d'une même conversation. Par la notion d'agent, tu crées un peu des micro-programmes que tu peux nommer et faire intervenir de manière automatique ou manuelle d'ailleurs, si tu l'appelles toi. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est que l'agent, c'est la couche Exactement. supérieure. Que permettent certains outils. Ça correspond aussi un peu à ce que vous avez dans le GPT, aussi un peu en quelque sorte des agents. Mais ne vous focalisez pas trop là-dessus. Le plus important, c'est que, quoi qu'il arrive, c'est une instruction qui est donnée soit dans un chat, soit dans une interface d'agent, soit sur du Ok. code, soit à l'intérieur d'un PPT. Ok, non parce que moi je le lis partout. Si vous n'avez pas des agents, vous avez raté votre vie. Voilà. Donc finalement, peut-être il y en a, ils font des agences sans même le savoir. Donc j'aime bien ce que tu dis, Anna. Mieux vaut se focaliser sur la méthode et la manière de construire que sur vraiment la terminologie des mots. Oui, et c'est pareil aussi, je tombe beaucoup trop sur des personnes qui me disent oui, j'aimerais bien implémenter de l'IA, mais avant, il faut que je suive des formations pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. En vrai, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de déculpabiliser toutes les personnes qui nous écoutent. La meilleure manière de se former à l'IA, c'est d'utiliser l'IA. Ça sert à rien de suivre 56 formations en apprenant toutes les terminologies pour réussir à suivre ça. Ça sert à rien d'être au courant des derniers outils pour réussir à utiliser l'IA. Le mieux, c'est juste de vous lancer, de faire des tests. L'énorme avantage de l'IA par rapport à n'importe quoi d'autre, c'est que l'IA vous permet d'apprendre à utiliser l'IA. Je suis tombée l'autre jour sur une personne qui me disait « j'ai envie d'apprendre à prompter ». Mais dans ce cas-là, va sur Claude ou sur ChatGPT ou sur n'importe quel outil et dis à l'LM « Hello, j'ai envie d'apprendre à prompter, crée-moi des exercices et explique-moi comment faire ». Et l'IA pourra créer des exercices et après on pourra dire « Ah bah ça en fait finalement, cet exercice-là, j'y arrive vraiment pas, est-ce que tu peux me créer d'autres exercices ?» C'est le meilleur moyen de créer un modèle de formation personnalisé à soi et personne n'aura autant de patience qu'une IA pour nous apprendre à utiliser l'IA. Non, il dira toujours très très bonne question. Merci d'avoir remarqué que c'était extrêmement difficile. J'aime bien tes conseils. Donc, on se focalise pas trop sur l'outil, pas trop sur le jargon et ni sur la nécessité de se super former. On apprend mieux en faisant et l'IA peut nous aider à nous former elle-même. Ok. Est-ce que, puisque l'outil parfait n'existe pas, tu as un trousseau, kit minimum pour se dire, bah là, ça va, je peux aujourd'hui. C'est extrêmement important de vous poser quelques questions avant de choisir le bon outil si vous voulez vraiment passer du temps là-dessus. Et pour ça, moi j'ai un peu remarqué 6 questions principales. La première, c'est quelle est l'interface que vous préférez? Moi, par exemple, la première fois que j'ai ouvert Claude et qu'il m'a ouvert une interface de code, j'ai eu un peu peur. Voilà. Et je préférais repasser tranquillement sur l'interface Claude en chat. Là, j'étais beaucoup plus à l'aise que dans mon terminal de code. Je sais que pour moi, avoir une interface de chat, c'est important. Ensuite, posez-vous la question de est-ce que vous allez utiliser ces agents seuls ou en équipe? Si vous allez les utiliser en équipe, c'est assez important que vous puissiez aussi les partager à d'autres, que vous puissiez aussi mettre du feedback les uns sur les autres. Et là-dessus, pour le coup, parfois des outils comme Dust sont aussi un peu plus sympas parce que vous pouvez du coup partager et créer les agents communs à tout le monde et vos agents personnels. Ça marche aussi sur Claude, sur d'autres outils. Ensuite, posez-vous la question aussi de la confidentialité et des questions aussi éthiques et des questions de souveraineté qui reviennent quand même aussi souvent et qui sont importantes. Vous, personnellement, aujourd'hui, parce que ça devient aussi de plus en plus des questions politiques, par rapport à vous, quels sont aussi les outils avec lesquels vous êtes les plus à l'aise par rapport à toutes ces informations qu'on a dessus. Raison aussi pour lesquelles beaucoup ont switché d'OpenAI Nous, on à ne prendra Claude. pas position, mais je trouve que c'est bien d'évoquer la question qu'on peut aussi choisir un outil par rapport à ses propres convictions ou sa politique, éthique, peu importe. Donc, c'est une très bonne question à mettre dans le cahier des charges. Exactement. Et ensuite, posez-vous aussi la question de qu'est-ce que vous voulez générer. Est-ce que vous voulez générer des vidéos? Est-ce que vous voulez générer des images? Est-ce que vous voulez générer du texte? Par exemple, sur du texte, effectivement, actuellement, un Claude est exceptionnel. Par contre, sur de l'analyse de gros volumes de données, un Mistral est aussi très très bon. Donc, posez-vous tout de suite la question de qu'est-ce que vous voulez faire exactement comme action in fine. Là-dessus, il y a un super outil, c'est le LM Arena, qui permet en fait en temps réel de voter et de tester les outils LLM sur différentes tâches. Et en fait, il y a des classements gratuits tous les jours qui sortent de aujourd'hui quel est le meilleur modèle sur quelle tâche. Et c'est plutôt chouette comme outil. 100% gratuit, accessible sur Internet, sans Après, inscription, sans rien techniquement, du une tout. fois qu'on a choisi, on change pas tous les 4 matins. Hein. Personnellement, je trouve ça hyper relou. J'ai envisagé de partir de ChatGPT pour aller sur d'autres IA. Bon, je le ferai peut-être, mais je sais que ça va me prendre du temps quand même de migrer, même s'il y en a qui disent c'est en 2 clics. Donc, une fois que vous avez choisi, peut-être on essaye de conserver les outils. Exactement, on peut Mais aussi c'est pas rester. irréversible. Ne vous mettez pas trop de pression non plus. Non, et vous pourrez toujours aussi extraire vos données pour notre IA, par exemple.
J'ai basculé moi de ChatGPT à Claude. J'avais dans ChatGPT tout un projet où il y avait toutes mes formations IA avec déjà beaucoup de volume de données dedans. J'ai en fait juste rebasculé toutes ces informations-là sur Claude assez facilement. Je lui ai demandé d'analyser tout ce que j'avais déjà fait. J'ai recréé ça. Ça m'a pris 5 minutes. Donc voilà, vous mettez pas trop de pression. Et Anna, merci de partager ça. C'est que finalement, c'est pas irréversible. Si demain vous changez d'avis, c'est tout à fait possible de changer. Est-ce que tu serais OK pour nous dire, juste à titre d'exemple, toi, ta stack d'outils actuellement? C'est pas Oui, sponsorisé. moi en fait aujourd'hui j'utilise quand même pas mal d'outils. Ce que je vais utiliser beaucoup au quotidien actuellement c'est quand même Claude en grande partie parce qu'il y a une partie de Claude aujourd'hui qui permet de tourner en fond sur son ordinateur, ce qui permet d'analyser des très gros volumes de données. Ce qui est plutôt chouette parce que souvent dans les conversations on était limité et Claude maintenant ils ont un peu cette interface qui s'intègre directement à l'ordinateur. On lui donne un dossier, on lui dit analyse tout ce qu'il y a dedans et il va le faire tranquillement pendant toute la journée. J'ai aussi bien aimé, je fais tous les tests de créer mes PowerPoint, toutes les slides intégralement avec Claude. C'était plutôt chouette aussi, donc pour l'instant, je garde aussi un peu D'accord. ça. Et ils sont devenus bons parce qu'ils ont lancé, là, ils n'arrêtent pas de se concentrer là-dessus. Ils ont lancé hier l'intégration entre Excel et PPT, qui marche vraiment plutôt bien. Et ils ont lancé juste avant, en fait, une intégration directement dans PowerPoint, où aujourd'hui, on peut générer d'abord une présentation PowerPoint en HTML depuis Claude, la télécharger dans le PowerPoint, et là, pouvoir manuellement repasser dessus, plus demander à Claude aussi de la OK. modifier. Et en fait, ça offre beaucoup plus de perspectives de repassage manuel sur les slides, ce qui est très, Ça très chouette. m'intéresse. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être aussi poussé, je vous rassure. Donc, on a Claude. Déjà, Claude qui fait beaucoup de choses. Ensuite, Dust que j'utilise beaucoup et notamment Dust est vraiment très très chouette quand j'ai envie de faire de l'analyse de données parce que du coup il me permet d'accéder à du Mistral, à du Gemini, à du Claude et en fait je peux lancer un peu toutes les différentes IA dans une même conversation et leur demander de se commenter et de se corriger entre elles. Dust, c'est comme une sorte d'agrégateur d'IA. OK. Exactement. Qui va aller faire, D'agrégateur les d'IA faire tous au travailler même endroit. ensemble. Exactement. Et Dust, ils ont une fonctionnalité qui est chouette, c'est une fonctionnalité qui permet de créer en fait aussi des analyses de données visuelles. Et elle marche toute du premier coup extrêmement bien. Et ça fait aussi à chaque fois des slides qui sont plutôt chouettes. Plutôt bon en analyse OK, de très données. bien. Bon à savoir si vous travaillez sur des données. Est-ce que tu en utilises d'autres? Après, du coup, là, je teste pas mal Seedon sur la partie vidéo parce que c'est à la mode et j'ai vraiment envie de faire des shorts et des courts-métrages. J'ai utilisé à un moment donné sur la génération d'images, mais j'étais un peu plus déçue. Mais j'utilise aussi pas mal Lovable, un outil qui permet de générer des simulateurs et générateurs, des sites. J'ai créé le site de mon podcast en 1 heure avec Lovable. Incroyable. Incroyable. Ouais, et le site était nickel et tout était parfait. On en revient toujours au même, c'est il suffit de faire, il suffit des bons prompts. Alors, on a dit ça, on a tout dit. Il suffit, il faut peut-être un peu de méthode. Est-ce que tu pourrais nous guider, nous donner vraiment les bases pour faire un bon prompt aujourd'hui? Clairement, je trouve que par rapport à quand l'IA a commencé il y a 2, 3 ans, où ça a commencé à bien prendre, à se développer, où finalement, tu avais 2, 3 trucs, un prompt était très, très rudimentaire. Toi, tu dirais qu'aujourd'hui, les bases du prompting, pour quel que soit l'outil qu'on prend, c'est quoi? Je vais répéter ma recommandation universelle, c'est demander à l'IA. Aujourd'hui, je ne fais plus aucun prompt à la main. Tous les prompts, je les génère avec l'intelligence artificielle. Ce que je vais toujours faire, c'est que je vais dire à l'IA, voilà 5 exemples de livrables. Est-ce que tu peux me donner toutes les instructions pour réussir à générer des choses similaires? Et en fait, là où je vais travailler mon prompt, c'est dans tous les exemples que je vais te donner. Je vais parfois aussi donner des exemples de ce que je ne veux pas, commenter exactement l'exemple ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et plus je serai précise dans ces commentaires par rapport à des assets que je vais lui donner, plus je sais que le prompt derrière sera précis. Et il faut passer un peu de temps dessus. C'est là où il y a un exercice. Oui, et je vais écrire le rôle pour mon LLM. Je vais lui dire ça. Ça va être un expert. Le plus important, c'est de donner des exemples et de passer Ok. plutôt du temps sur cette partie-là. Donc, tu fais du reverse engineering, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tu vas lui dire ce que tu veux pour que l'IA t'aide à construire ton prompt. Et donc, pour ça, ça nécessite de s'appuyer sur des exemples. Exactement. Et c'est pour ça aussi que quand je parle pas mal à des équipes marketing, je trouve que c'est pas la bonne méthode que de vouloir automatiser des tâches qui n'ont pas encore été faites. C'est assez important de commencer à automatiser des choses que vous avez déjà faites et Avec éprouvées, succès. sur lesquelles vous avez déjà au moins 5 exemples. Précisons. Ou avec échec, si vous voulez éviter les échecs aussi. Mais ne demandez pas à l'IA d'inventer un truc à votre place. Et c'est pour ça que l'IA ne vous remplacera jamais aussi. Elle se basera toujours sur votre expertise, sur votre capacité à dire dans votre métier ce qui est bien et ce qui est pas bien et qu'est-ce que l'IA devrait faire. Et derrière, sur votre capacité à corriger ce que l'IA génère pour qu'en fait, elle puisse s'améliorer avec votre expertise à vous.
C'est ça qui compte avant tout. Et c'est pour ça qu'IA ne vous remplacera pas du tout. Du moins, elle Si on remplacera veut pas parler. si vous y prenez de cette manière. Nous, on utilise les retranscriptions de nos podcasts pour en faire des newsletters. On a alors, un agent qui s'appuie sur tous nos anciennes newsletters et comment elles sont présentées et surtout celles qui ont le mieux marché, hein, pour donner des modèles. Et là, on lui demande de le refaire. Mais je vais te faire un aveu, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais repasser derrière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh ben, la qualité, elle baisse. Je sais pas s'il devient feignant, Oui, ou si c'est mes attentes qui augmentent. Parce que, au final, il n'y a que vous aussi qui pouvez déterminer si la qualité à la sortie reste la bonne, celle que vous voulez avoir. Et si c'est pas le cas, eh ben, faut recommencer le travail. et là-dessus, il y a aussi autre chose qui est assez important à prendre en compte, c'est que il faut se dire, l'élève, quand on lui donne une instruction, si vous lui donnez quelque chose d'extrêmement long avec une tâche très très longue, ou si vous finissez par aussi avoir une conversation parfois très très longue avec un agent avec beaucoup de retours, bah, il a aussi une mémoire Il a une limitée. Et au bout fatigue. d'un moment, il aura cette mémoire. Fatigue, une mémoire très sélective en disant bon, bah, ok, ça je m'en rappelle très bien, mais ça franchement ces points-là je laisse tomber parce qu'au bout d'un moment cette personne me saoule. Mais c'est ça! C'est assez important pour ça de pas sursolliciter l'IA. Et si vous voyez qu'à un moment donné elle se met à bugger sur certains points, c'est la raison pour laquelle nous on va souvent construire des agents sur 1 ou 2 mois et ensuite on va laisser du temps aux clients d'utiliser les agents et ensuite on va se poser sur quelles sont les erreurs récurrentes qui reviennent, sur lesquelles vous voyez que souvent bah, ils finissent par oublier les agents ou là-dessus ils pètent un câble. Et en fait là on va créer d'autres agents qui vont juste corriger ces erreurs-là pour s'assurer qu'en fait eux ils ont une seule tâche de Vous contrôle créez des et on est sûr que ça managers! fonctionne. Ah, exactement, il y a des managers qui managent Il y a des d'autres agents, managers c'est d'agents! très important. Beaucoup. Grosse hiérarchie, c'est pas du tout flat. Du coup, vous avez une pyramide, après ils demandent une augmentation N+1. Exactement, sinon ils arrêtent de C'est ça, ils se travailler. rebellent. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et puis tu disais aussi que finalement, moi ce que j'ai entendu, c'est que l'erreur, c'est de demander à un agent de produire tout un livrable, alors que finalement, il vaut mieux avoir plusieurs agents qui construisent des morceaux du livrable et un agent qui consolide ces morceaux. L'IA, c'est comme un profil junior. Si aujourd'hui vous avez un stagiaire, vous n'allez pas lui demander de faire un livre blanc d'un coup. Vous demanderez d'abord au stagiaire de faire la structure pour vérifier comment il l'a faite, pour lui donner des conseils, en lui montrant aussi des exemples. Ensuite, vous repasserez ensemble sur l'intro pour regarder son tone of voice, on se repasse aussi dessus et ensuite vous laisserez faire la suite. Et c'est exactement la même chose. Il y a une part aussi de paresse intellectuelle qui peut s'installer. C'est pour ça que je pense aussi que 45% des agents ne marchent pas parce qu'on se dit, ok, bon bah, vous me dites que l'IA peut tout faire à ma place, go, IA fait tout à ma place. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut quand même toujours faire preuve d'intelligence humaine, bien redistribuer les tâches, bien vérifier ce qui se passe, exactement comme si on voulait accompagner et former un profil junior. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme ils nous assistent beaucoup, enfin, ça me permet de concentrer mon attention et ma vraie expertise sur les détails, les choses ou ce qui feront la différence. Alors honnêtement, des fois, la différence, c'est pas le bullet point, c'est pas d'avoir craché un truc. La différence, ça va être sur une phrase, une tournure, des transitions, une intro très musclée. Là où tu vas voir la différence et faire un waouh, c'est tout l'intérêt. Mais donc, ça veut dire que derrière, il faut quand même se débrouiller pour que ça fonctionne bien. Tu as répondu quand même en grande partie à cette question de pourquoi ça plante. On n'est pas satisfait et ça change pas autant les choses pour beaucoup. Alors là, on parle d'équipe marketing, mais je pense que c'est une réalité pas que pour les équipes marketing. Nous, on s'en fiche des autres parce que c'est un podcast marketing. C'est sûrement pas plus brillant chez les autres. Aussi, les profils marketing, c'est aussi un profil qui est assez intéressant. C'est pas, les marketeurs ne sont pas par exemple, souvent aussi tech-savvy que des sales, parce que les sales ont été obligés sur les dernières années à se former à plein d'outils, de CRM, de connecteurs, de tout automatiser. L'IA ouvre aussi la porte à l'automatisation dans les métiers marketing. Question qu'on ne s'est pas posée pendant très longtemps. Donc, par exemple, une problématique sur laquelle on tombe très souvent, c'est on passe beaucoup de temps à intégrer nos articles dans un CMS type Webflow ou WordPress. C'est hyper relou. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça? L'IA, elle sert à rien là-dedans. C'est une simple automatisation, rien d'autre. Et en fait, ça ouvre la voie à automatiser un métier qui ne l'a pas été jusqu'ici. Donc, c'est pour ça que ça, on réinvente aussi quelque part une profession. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un peu plus de freins parce qu'on a moins l'habitude de tout ça. Moi, je vis entourée de marketeurs qui sont très justement branchés tech, mais il y a un énorme biais, on en parlait en intro, hein. Il y a un énorme biais entre quand nous, on s'intéresse à des choses assez pointues, et puis il y en a en fait moins, et puis surtout, ils sont noyés dans plein d'autres sujets, c'est OK, on n'a pas tous le même quotidien. Mais tu touches à un sujet que je voulais justement aborder, c'est le sujet de l'adoption.
de la tech au sens large, et puis là, on parle plutôt de l'IA. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Dans certaines équipes marketing, il y en a qui sont à fond, il y en a qui... Comment, est-ce que tu as des conseils à donner pour justement comment bien démarrer et pas que ce soit genre ah putain, me laisse ça entre les mains, j'aurais pas envie, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, c'est une question qui est majeure et fondamentale parce que ça touche à plein d'aspects. Moi, ce que je vois, la première grosse erreur, souvent, je tombe sur des équipes marketing sous tension au max. Vraiment, l'équipe, elle a plus le temps de rien faire. Tout le monde est à la moitié du burn-out. Et là, le manager arrive avec l'idée brillante, mettons de l'IA pour faire gagner du temps à tous. Sans libérer le calendrier, sans ouvrir un créneau spécial pour se concentrer sur l'IA. En fait, vous passez trop de temps sur vos tâches, Jean-Patrick, mais mettez de l'IA, Jean-Patrick, ça ira beaucoup plus vite. Jean-Patrick n'aura jamais le temps de faire ça. Et Jean-Patrick est en PLS, roulé en boule dans un coin de son bureau. Jean-Patrick, il veut juste pleurer, il en peut plus. Donc déjà, la chose la plus importante, c'est si vous voulez implémenter de l'IA, donnez du temps à vos équipes pour l'implémenter, pour le faire. Et ensuite, regardez aussi qui dans votre équipe est un peu pionnier sur l'IA, l'utilise pas mal, est très à l'aise avec le sujet, et qui dans votre équipe peut aussi en avoir peur. Et ça arrive souvent aussi dans les métiers marketing. On va tomber sur des copywriters, on va tomber sur parfois des journalistes dans les équipes, des personnes pour qui éthiquement, c'est des sujets qui sont complexes de est-ce que je me lance dans l'IA ou pas? Est-ce que l'IA va intégralement me remplacer? Où est-ce que j'en suis? Et c'est important. Et parfois, ces personnes-là aussi vont presque, je pense, tout à fait inconsciemment faire montrer que l'IA ne fonctionne pas parce qu'elle pourra pas les remplacer. Demander à Gemini là, de me générer une newsletter, la newsletter, elle est hyper mal écrite, donc bon, vaut mieux que je travaille moi-même. Et ça, c'est une part de certaines mauvaises foi qu'il faut aussi déconstruire, où il faut aussi potentiellement avec ces gens-là juste s'asseoir un peu à côté d'eux et leur montrer où est-ce que ça peut les aider à accélérer leur travail. Dernière chose aussi que je vois très souvent, là je suis tombée, je parlais à une directrice marketing, la fondatrice m'a dit ah moi j'en peux plus, j'arrête pas de montrer à ma directrice marketing tout ce qu'on peut faire avec l'IA dans le marketing aujourd'hui. Elle arrête pas de me dire oui c'est cool, mais elle passe à autre chose. Mais c'est vrai aussi, c'est un réflexe que moi j'ai, j'en parlais tout à l'heure. Si on monte tous ces flows incroyables de tout ce qu'on peut faire en automatisation, on se dit waouh, ça a l'air cool, mais ce n'est pas pour moi parce que j'ai pas le temps d'implémenter ça, j'ai pas le temps d'essayer. La réalité, c'est que ça demande un peu de temps et de disponibilité mentale pour se dire ok, dans nos processus à nous, où est-ce que ça aura vraiment un impact? Parce que des fois, il faut quand même réaliser aussi qu'on va s'intéresser à un truc qui n'a pas beaucoup d'impact. Donc il faut commencer par quelque chose où il y a un minimum d'impact. Donc je comprends complètement ce que tu dis, les faits, on te jette plein de trucs, c'est génial, mais en fait c'est trop Exactement, d'informations. Et c'est pour ça que je dis toujours à toutes les équipes, le plus important, c'est vous partez d'une matrice très simple. Pendant une semaine, vous posez, vous demandez à toutes vos équipes, aujourd'hui, quelles sont les tâches qui vous prennent du temps? Parmi ces tâches, quelles sont les tâches récurrentes? Et quelles sont les tâches qui vont rester stratégiques pour votre entreprise? Et à partir de là, vous priorisez à l'échelle d'une équipe 3 à 5 tâches que vous allez devoir collectivement automatiser. Et en fait, comme vous allez partir de tâches concrètes qui prennent du temps, quand vous allez montrer aux équipes, vous avez gagné 15 heures sur la semaine grâce à l'IA, vous avez 1000 fois plus de chances que les process soient adoptés et qu'elles testent plus par la suite parce qu'elles ont déjà gagné du temps et ça a eu une valeur. Donc tu fais comme une sorte de use case interne en fait. Exactement. En fait, à chaque fois, maintenant j'ai récupéré pas mal de gros tableaux Excel. C'est assez intéressant en fait de voir aussi les use cases qui se recoupent entre les différentes équipes. Mais à chaque fois, c'est le gros tableau Excel de truc muche passe 15 heures sur cette tâche-là, elle en a marre. Passe mais oui, 5 mais heures sur finalement, cette si tu arrives tâche-là, à elle en a mettre marre. des chiffres à côté, tu vois, tu te rends compte quand même de la réalité. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à la sortie, c'est démontrer que non seulement on a gagné du temps, mais qu'on n'a pas perdu en qualité. Donc tu dois démontrer les deux enjeux. C'est un, le gain de temps, et deux, le maintien de qualité. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, OK, ce temps gagné, j'ai pu là sur autre chose qui va être rentable pour l'entreprise. Il y a aussi juste se dire... Et pour le maintien de qualité, ce que je veux dire aussi, c'est que on parle comme très souvent de l'IA appliquée au content. On se dit, là, tout à l'heure, on montait des exemples de génération de posts LinkedIn, ce qu'on veut. Mais par exemple, un cas d'usage très simple, moi qui me faisais m'arracher les cheveux il y a 3 ans, c'était l'intégration des newsletters sur les logiciels type Brevo. J'en pouvais plus à chaque fois de faire ma mise en page à partir de mon Google Doc. J'avais l'impression de perdre toute ma vie. Aujourd'hui, l'IA vous permet aussi de juste sortir 5 ou 10 exemples de code intégrés dans votre Brevo avec la bonne mise en page, de sortir 5 ou 10 exemples de Google Doc à partir desquels vous êtes parti, que vous avez mis en page dedans, et juste de demander à l'IA de transformer tout nouveau Google Doc produit en code que vous pouvez directement mettre dans votre Brevo. Là, vous perdez pas du tout en qualité, parce qu'on ne parle pas de qualité de travail humain. Vous êtes juste en train de gagner du temps sur des choses techniques qui avant vous prenaient du temps. Non, parce qu'on va en parler des gens qui croient que les newsletters, ça prend 2 minutes. Non, les newsletters ne prennent pas 2 minutes. À part si vous écrivez « Bonjour, j'expédie ».
Ça ne prend pas de... Le temps de repasser sur le gras qui a sauté et sur tout le reste, Si, c'est voilà. horrible. Tu vois d'autres choses qui peuvent être nécessaires en interne. C'est très, très, très important aussi d'instaurer une culture de feedback. Et en fait, c'est parce qu'on va donner des notes qu'on va savoir aussi, en fait, tel prompt fonctionne, tel prompt ne fonctionne pas. Vos frustrations que vous exprimez dans un coin potentiellement sur, en fait, je suis pas satisfait du résultat, ils vont sûrement être les mêmes chez d'autres collègues, chez d'autres personnes au sein des équipes. Et c'est dans ces cas-là de figure que c'est assez important d'avoir une personne qui, en fait, honneur de la création d'un tel agent, d'un prompt ou d'un projet. Et du coup, à cette personne-là, à la fin du mois, on fait remonter les feedbacks en disant ça a marché, ça a moins bien marché. Et en fait, on a arrêté d'utiliser cet agent pour ça. Et du coup, de s'assurer que tout fonctionne bien. C'est la première chose. La deuxième chose, à laquelle je tiens énormément, c'est ne pas vouloir tout automatiser ou aller très vite. Et c'est la chose qui est extrêmement importante pour moi et j'arrête pas, quand on tombe pour le coup sur des clients qui sont un peu plus tech, qui aiment bien utiliser les choses, qui traînent beaucoup sur LinkedIn et qui voient beaucoup les posts de commenter Claude Pomme pour recevoir Lead C'est Magnet qui vous tellement expliquera ça. comment créer la content factory Les de 6 vos rêves. agents qui nous ont fait faire x10 de scale en 3 mois. Exactement. Exactement. Et on a construit la machine ultime. Donc après, ils vont nous voir, ils nous disent, voilà, ce playbook construit la machine ultime qui va transformer notre vie. En fait, à partir d'un épisode de podcast, on va pouvoir générer 5 vidéos, des images, puis tout sera intégré automatiquement. Et puis il y aura tous les commentaires qui seront postés et un article. Et t'as tout te ce fait qu'on des veut. backlinks. Là-dessus, ça fait tout. C'est hyper rapide. Ça, il faut éviter. Parce qu'après, derrière, là-dessus, même si le modèle est cool, si il y a une partie qui casse, vous allez jamais savoir quelle était la partie qui finalement marchait pas dans votre flow. Donc, personne ne va jamais corriger ce flow en intégral. Donc, vous allez juste avoir une super machine qui tourne, mais en fait, qui ne convient à personne parce que justement, vous pouvez pas du tout avoir de contrôle sur la qualité et vous savez pas quoi corriger ou comment. Et c'est tellement complexe qu'en tous les cas, plus personne au sein de l'équipe ne peut corriger toute cette machine à gaz. Et du coup, vous vous retrouvez avec quelque chose qui n'est pas du tout utilisé et Et adopté. spoiler, ça marche Alors que si vous rarement avez de toute façon parce que il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Ouais, c'est sûr, et c'est pour ça aussi que on passe beaucoup de temps. C'est un peu mon grand combat avec les ingénieurs, parce qu'on travaille avec des ingénieurs parfois sur des flows plus complexes. Et à chaque fois, je leur dis, mais attends, mais c'est la 5e fois que tu implémentes le même flow chez le client. Au bout d'un moment, tu peux me dire que c'est la même chose. Non, c'est pas exactement la même chose. En fait, finalement, il y a à chaque fois la spécificité du CMS, il y a la spécificité du document, de comment est-ce qu'il a construit, la spécificité des métadonnées. Bah oui. Il y a plein d'autres spécificités de complexité qui font que c'est pas la même chose et qu'il y a des choses dont ça prendra dans tous les cas du temps. Et par rapport à ça, c'est assez important au début de commencer petit. Donc c'est pour ça que je vous parle de 3 à 5 cas d'usage. Vous commencez par 3 ou 5. Vous faites des beaux prompts qui fonctionnent. Vous les avez essayés avec vos équipes sur 1 ou 2 mois. Si tout le monde est à l'aise, on peut passer à 10 ou 15 prompts. Ça fonctionne chouette. Et après, on peut commencer à réfléchir à du no-code, Zapier, mais en À de connectant des l'automatisation. agents qui on sait qui fonctionnent déjà. Exactement. Et après, on peut penser à construire des content factory plus grosses. Et j'étais assez contente parce qu'un des derniers clients avec le feedback, c'était merci de ne pas nous avoir laissé tout automatiser. Et j'étais hyper contente qu'ils disent ça. Merci de le partager parce que je pense que ça pourra éviter des erreurs et des pièges à pas mal de gens qui nous écoutent. Tout a l'air hyper alléchant, mais finalement, dire ok les gars ou les filles, on va se calmer un peu, on va juste faire des choses qui vont déjà avoir beaucoup d'impact, mais petit à petit, et on va construire ça dans la durée. Il faut que l'objectif, c'est de se dire dans 3 mois, on a tout automatisé. Ça sert à rien de se dire ça. Non. Dans 3 mois, on a gagné 15 heures. Que de commencer à dire qu'on a tout automatisé. C'est énorme de jours de travail. Très, très J'aime bien. Moi, je suis très contente. Nous, on est sur un podcast qui est très pragmatique. On vend pas du rêve et je trouve que c'est un discours qu'on a beaucoup plus besoin d'entendre aujourd'hui. Merci. Mais en tout cas, je défendrai jusqu'à ma mort ça. Ne meurs pas tout de suite, s'il te plaît. Anna, c'est un grand merci d'être venue nous partager ton expérience ultra concrète dans l'implémentation de l'IA au sein des départements marketing dans les entreprises. Si j'ai envie de te suivre, où est-ce que je peux te trouver ? Sur LinkedIn, j'essaie de poster aussi de plus en plus, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. On a aussi un podcast Quiz and Scale et une newsletter aussi. Je ne l'ai pas cité. Oui, on parle aussi. Alors, permets-moi de le dire, permets-moi de le présenter, parce que nous, on est très fans. En plus, My Marketing Podcast, on écoute Squeeze and Scale, que tu co-animes donc avec Eric Seclet. C'est un excellent podcast dans lequel vous faites pas mal de retours d'expérience sur justement l'utilisation de l'IA, mais globalement, c'est quand même sur la stratégie de contenu et le contenu marketing avec de super invités. Donc, je vous le recommande. Et d'ailleurs, sache que vous figurez dans le top 10 des podcasts marketing qui sont recommandés par My Marketing Podcast. Merci. Nous, on est trop fans de vous aussi, donc on est trop contents. Et on a hâte de vous avoir sur Squeeze and Scale aussi. L'invitation est lancée, volontiers. Si vous avez des questions, et je suis sûre que vous en avez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur la plateforme
sur laquelle vous écoutez, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, Anna ou moi. Vraiment, on sera ravis d'y répondre. Avec Merci plaisir. beaucoup et à très bientôt.